Du coup, j'ai pas trop suivi, mais c'est tout le réseau Mille Café qui est dessus? Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. On va attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. Il est 15h30. Bienvenue à cette webconférence numéro 2 de cette journée dédiée aux ruralités dans le cadre de la Semaine des solutions organisée en partenariat avec l'association Incroyable Territoire. Cet après-midi, on parlera de soutenir l'action des élus ruraux. J'ai la tâche de lancer cette webconférence. Rapidement, pour vous présenter un petit peu les personnes qui sont avec moi sur cette table ronde. On aura 2 personnes en distanciel après. Mais dans un premier temps, on va lancer cette webconférence avec, donc ici présente Louise, qui travaille avec moi chez Mille Café. On a Angélique, qui est une des co-gérantes qui nous reçoit aujourd'hui, puisque je ne vous ai pas dit qu'on était en direct d'un café du réseau, du café Mère et Fille à CO en Normandie. C'était moi, Christophe Ernotte, le maire de CO. Et puis Hubert Lefebvre, président de l'AMRF de la Manche. Très rapidement sur Mille Café, qui est donc l'organisateur de cette webconférence. Donc moi, je suis responsable régionale en charge du développement des offres chez Mille Café. Je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, en replay, la webconférence de ce matin où on explicite dans le détail toute notre offre, notre proposition d'accompagnement, puisque l'ambition de Mille Café, c'est d'ouvrir, de maintenir et soutenir des lieux de convivialité dans les territoires, mais aussi d'animer des réseaux porteurs de projets et d'élus, et de permettre aux établissements de développer des animations dans leurs établissements et dans les communes pour apporter de la convivialité dans les territoires. On développe aussi des garguettes itinérantes. Tout ça, vous le verrez donc en replay de la webconférence de ce matin, dont vous recevrez le lien à l'issue de cette journée. Et pour introduire du coup cette webconférence, je vais donner la parole à Christophe et à Angélique, qui sont donc nos hôtes aujourd'hui. Je t'en prie, Christophe. Bonjour à tout le monde. Écoutez, tout d'abord, bienvenue ici à CO, bienvenue ici dans ce commerce que nous avons monté mutuellement avec le soutien de Mille Café. Alors, je suis maire depuis maintenant quelques années, puisque je suis maire depuis 2008 ici à CO. Et puis, vous présenter en quelques mots la commune, qui est une commune rurale, assise au plein cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, avec un grand monument, le Mont-Saint-Michel. Et puis, nous sommes aussi à une distance de 2 grands ports, que sont Saint-Malo et puis Granville, et deux grandes villes qui sont Caen et Rennes. Alors, aujourd'hui, vous présentez un soutien qui a été réalisé par Mille Café. Eh bien, c'est ce commerce. Il y a quelques années, c'était en 2020, nous perdions le dernier commerce qui existait sur le territoire de la commune de CO. Et il y a eu une réflexion engagée par la municipalité afin de pouvoir maintenir un lieu de convivialité, un lieu de rencontre et un lieu de commerce ici. Donc en 2020, le propriétaire met en vente son bien. La commune se pose la question, doit-elle investir? Donc elle engage à l'époque une étude de faisabilité et une étude de marché avec comme compagnon, comme partenaire la CCI, donc la Chambre des commerces et d'industrie, et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Les conclusions sont positive. Donc, nous engageons très rapidement l'investissement de ce bien et nous recrutons notre maîtrise d'œuvre pour pouvoir déposer le permis de construire dans la foulée. En 2022, le permis est déposé, le permis est signé et nous engageons là la partie exécution qui est celle des marchés de travaux avec la signature des actes de l'ensemble des actes d'engagement de l'ensemble des entreprises qui allaient intervenir sur le site. Et puis une particularité ici à CO, c'est que nous avions engagé une partie de la démolition, une partie des travaux par un chantier participatif. C'est-à-dire que nous avons sollicité la population pour qu'elle puisse venir nous aider à travailler sur ce chantier, mais aussi à participer financièrement, puisque la main-d'œuvre
venaient de cette population. Donc, nous avons fait la partie toute gros œuvre, démolition, de manière à garder que l'enveloppe des 4 murs et la toiture. Et puis, s'est engagé 1 an et demi de travaux à peu près pour faire une réception en 2024. C'était exactement réception des travaux le 15 mai de 2024. Et puis, au mois de novembre 2024, nous étions heureux d'accueillir dans ces locaux eh bien, Angélique et puis sa maman Isabelle, puisque c'est une co-gérance. Nous ouvrions au mois de novembre 2024 ce joli commerce. Et c'est ici que moi, je veux revenir sur l'aide que vous avez pu apporter, Mille Cafés, parce que nous engagions un gros budget. Très clairement, le budget avoisinait les 600 000 €, puisque nous sommes sur un budget de 614 000 € exactement, avec un investissement sur l'immeuble qui était aux abords de 80 000 €, les frais d'études, plus la maîtrise d'œuvre, elle, aux abords de 40 000 €, et nous avions 496 000 € de travaux à proprement dit. Et donc, il ne fallait pas se louper sur ce chantier. Pour financer tout cela, nous avons sollicité beaucoup de partenaires. Nous avons sollicité l'État avec la DETR, qui est participé à une hauteur de 202 000 €. Nous avons aussi sollicité le département à hauteur de 50 000 € dans le cadre du FIR, Fonds d'investissement rural. L'Europe dans le cadre de Leader Feeder avec 50 000 €, la région dans le cadre du contrat de territoire avec 44 000 €, et puis un retour de fonds de compensation de la TVA, ce qui nous a permis, nous, de maintenir un autofinancement assez réduit, puisque nous avions un autofinancement à hauteur de 30%, c'est-à-dire 180 000 €. Donc quelque chose qui était parfaitement ficelé. Il ne nous restait plus, à l'époque, une seule question, c'était de pouvoir s'entourer de l'équipe qui pourrait nous donner satisfaction en termes d'expertise du commerce. Et c'est là que nous avons fait ces recherches et nous sommes arrivés à travailler avec Mille Cafés, puisque tout ce qui était investissement, nous l'avions bien confectionné, les études de faisabilité, tout était très clair, la maîtrise d'œuvre, l'architecte était donc recruté, les partenaires financiers trouvés. Maintenant, il fallait assurer la partie entrepreneuriale. La partie entrepreneuriale, il fallait travailler avec des personnes qui connaissaient ce métier pour que, d'une part, on puisse s'assurer que la gestion future allait être sûre, pérenne, et puis que vous puissiez aussi accompagner les futurs gérants. Donc, nous avons rencontré Mille Cafés je crois que c'était en 2021, premier trimestre 2021, où là, vous nous avez présenté comment vous alliez fonctionner avec les collectivités et comment vous pouviez apporter votre expertise auprès de la collectivité. Donc là, les premières missions, c'était l'accompagnement dans la définition du projet de commerce, puisqu'il était très clair que nous n'avions pas la compétence pour définir ce projet de commerce. Donc, en s'entourant de Mille Cafés, nous savions comment et où nous allions aller dans la description de ce commerce. Au-delà, vous avez su nous proposer une consultation aussi citoyenne qui a été de fabriquer un questionnaire que nous avons pu distribuer à l'ensemble de la population de CO par un dépôt en boîte aux lettres sur l'ensemble des boîtes aux lettres du territoire, ce qui nous a permis de connaître les attentes de la population, mais aussi les besoins, la forme du commerce et surtout si ce projet, eh bien, la population y adhérait. Et nous avons pu définir un établissement sur mesure à l'époque et savoir que la population était présente. Donc ça nous a été d'un soutien extraordinaire. Enfin, il a fallu aussi contractualiser tout ça. Donc à l'époque, il y avait la charte tripartite qui nous a permis de définir les rôles de chacun, aussi bien pour la commune que Mille Cafés et les futurs gérants. Ensuite, il y a eu la partie recrutement, une partie qui était très importante pour nous parce que la partie recrutement, n'ayant pas l'expertise des commerces, comment recruter quelqu'un, comment choisir le bon profil. Et c'est là que vous avez été tout à fait pertinent parce que vous avez pu récolter l'ensemble des CV qui ont été envoyés et nous faire parvenir les meilleurs CV triés et puis nous remettre les différentes candidatures et après à la commune aussi d'apporter eh bien son petit œil et son petit regard sur ce recrutement. Et tout à l'heure, je vous expliquerai très rapidement comment on a pu travailler ensemble. Et puis, bien évidemment, lorsque nous allons trouver ce gérant, il fallait aussi contractualiser par le biais d'un bail commercial. Et ici, nous avons travaillé par
bail commercial avec un loyer modéré, avec une sous-location donc dérogatoire aux gérants qui étaient indépendants. Alors, je disais sur l'ensemble de ces missions, une mission qui était particulière, mais qui a été aussi très utile pour les gérants, c'est la recherche de financement. Chose que vous avez pu faire, c'est d'accompagner le gérant sur les besoins en outils, mais les besoins en savoir-faire, mais aussi de dire, bah voilà, sur tel et tel tiroir, vous pourrez peut-être aller voir parce qu'il y a des moyens financiers à aller chercher pour participer à votre amélioration en termes d'outils de travail. Et donc, très rapidement, du coup, nous avons pu, après, choisir cette candidature. Et pour revenir sur cette candidature, je me souviens de votre arrivée ici à CO à l'époque avec Isabelle et Angélique, avec un dossier très bien ficelé, une présentation qui était très claire, avec des motivations parfaites. Moi, j'ai tout de suite reconnu le profil de chacune parce que vous aviez, je dirais, la directrice des communications qui était là, et puis vous aviez, vous, Angélique, qui était dans le métier de la bouche, qui était pleine d'expérience avec une envie qui était démultipliée de pouvoir monter sa propre affaire. Et nous avons visité les lieux, nous avons visité le village, puis ensuite aussi visiter, revisiter le commerce. Et je crois que vous êtes tombé, je ne veux pas dire sous le charme, mais vous avez apprécié le commerce, vous avez apprécié aussi le village, le territoire, peut-être aussi l'accueil, et puis le soutien aussi de Mille Café à l'époque pour pouvoir vous aider, mettre le pied à l'étrier, et puis de devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui, un commerce qui fonctionne très bien, un commerce qui est reconnu et qui rayonne bien au-delà du territoire de la commune de CO, puisque aujourd'hui, vous avez un rayonnement, je dirais, sur tous les départements limitrophes, et parfois même quand on voyage un petit peu au-delà, on entend parler de vous, de votre cuisine, mais aussi de l'accueil de votre maman Isabelle. Donc voilà, moi je suis très heureux de vous avoir accueilli ici. Je pense que c'est quelque chose qui est énormément reconnu ici dans la commune, et la population est très très heureuse de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, Christophe. Peut-être je vais te donner aussi la parole, Angélique, donc, qui est la fille de mère et fille. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es arrivée du coup dans la commune, quand est-ce que l'établissement a ouvert et quel type d'offres vous proposez ici? Comme disait Christophe, on est arrivé du coup en août 2024. On a commencé en fait à découvrir un peu le village et la commune et l'établissement en août. Donc le temps après que l'ouverture se fasse, ça s'est fait en mois de novembre. Comme disait monsieur, on a eu un accueil juste magnifique de toute la population. On s'est très vite rendu compte qu'on ne se trompait pas trop dans ce qu'on voulait faire, qu'il y avait une demande et que surtout tout le monde a mis aussi la main à la pâte. Il y a eu la démolition qui a été faite, mais nous aussi, on l'a bien vu sur les événements qu'on fait. Les gens sont là, les gens jouent le jeu. C'est hyper important, très gratifiant. J'ai pu aussi développer un peu plus la partie restauration sur du traiteur. Pour le coup, c'est vraiment les gens qui font de moi un traiteur. On m'a demandé des mariages, des anniversaires. C'est hyper gratifiant. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. C'est très, très cool. Et nous, après, sur ce qu'on offre comme restauration, c'est une restauration du mardi au dimanche tous les midis. Chose qui marche très bien. Et après, on a décidé de faire les vendredis et samedis soirs, mais sur une autre formule. Donc, on est sur quelque chose de plus chaleureux, on est avec des planchers tapas. Chose qui marche assez bien aussi. Plutôt que le repas en longueur, nous, on a décidé de faire ça et ça marche très bien. On a des gens qui prennent plaisir à se retrouver, qui n'ont plus forcément le temps dans la vie active, mais qui se retrouvent ici. Donc ça, c'est très agréable. Et sur aussi les événements qu'on peut créer. Donc ça, pour le coup, c'est une mère qui est très forte là-dessus. Mais on crée chaque été un marché nocturne maintenant. On a beaucoup de concerts qui se font aussi, des grandes soirées sous forme de banquets. On se diversifie de plus en plus et on voit que les gens nous suivent. Donc ça, c'est très agréable. Vraiment très agréable. Et puis pour ce qui est de ma cuisine, on va dire que c'est une cuisine traditionnelle et je crois que c'est ce qui plaît plutôt bien.
Après, je peux me permettre aussi de partir un peu dans des trucs un peu moins traditionnels. Et pour le coup, j'ai la clientèle qui suit. Donc, le petit village où on est, eh ben, les gens sont assez friands de découvrir certaines choses. sont curieux. Ouais, et pour moi, c'est tout bénef. Et ça, moi, je peux vraiment m'éclater en cuisine, donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Merci Angélique. Bravo pour ce que vous faites, toi et ta mère ici. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller goûter la cuisine d'Angélique et de venir passer voilà, du bon temps assez haut. Je vous remercie aussi Christophe de nous accueillir aussi aujourd'hui. Et du coup, l'objectif de cette conférence, c'est de donner la parole à des structures qui permettent, par leur action, de soutenir l'action des élus ruraux. Et je vais donner du coup cet après-midi la parole à Médecins Solidaires qui parlera de l'accès aux soins, puis à WeMove, qui est une association qui agit sur la mobilité dans les territoires. Et puis, nous finirons par l'AMRF aussi, l'Association des maires ruraux de France, qui propose aussi un accompagnement des maires ruraux. Et nous clôturerons du coup cette webconférence par l'intervention de Louis Potrel, qui est trésorier adjoint de l'AMRF et vice-président en charge du commerce. Eh ben, je vais donner la parole à Perrine, si Perrine est là, de Médecins Solidaires. On va te donner le micro et la caméra. Normalement, c'est bon. Perrine, normalement, tu devrais pouvoir activer ton micro et on devrait pouvoir te voir. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien et on vous voit. C'est magnifique. Eh bien, on vous laisse la main, Perrine. C'est gentil. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Perrine Moulinier, je suis responsable de l'offre de soins pour Médecins Solidaires et une des médecins pionniers de l'association, donc engagée depuis le début du projet. Et puis, je suis ravie du coup de pouvoir vous présenter Médecins Solidaires et nos actions. Donc Médecins Solidaires, c'est une association avec un collectif de médecins qui s'engage à travailler une semaine par an dans un désert médical. Le concept, c'est celui du temps partagé solidaire. C'est-à-dire qu'au lieu de demander beaucoup à peu de médecins, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas demander peu à beaucoup de médecins? Et donc, chaque semaine, on a un nouveau médecin qui vient prendre le relais du précédent dans nos centres de santé, ce qui permet aux patients de retrouver un accès aux soins toute l'année. Donc, dans les centres, on a un médecin différent chaque semaine qui est salarié de l'association. Il est payé 1 000 € net par semaine. Il travaille sur un dossier médical partagé par tous les médecins, ce qui permet d'assurer la continuité des soins. On a 2 coordinatrices assistantes médicales qui, elles, sont fixes. Elles sont salariées de l'association et elles font le lien justement entre les médecins, les patients et l'équipe support. Elles gèrent tout l'administratif et la logistique du centre, de telle sorte que quand le médecin vient, il n'a rien d'autre à faire que de la médecine. Il n'a pas toute la question administrative à gérer. C'est la particularité aussi de nos centres, c'est que c'est le centre de santé qui est déclaré médecin traitant. Et on suit à peu près 1 250 patients. Suivi, ça veut dire vraiment qu'on a 1 250 patients qui peuvent déclarer le centre comme médecin traitant et qui du coup peuvent rejoindre le parcours de soins. Et aujourd'hui, ce sont plus de 5 000 consultations réalisées par an dans chaque centre. Donc, on est une association loi 1901 qui a été cofondée par Martial Jardel, lui-même médecin généraliste en milieu rural, et l'association Bouge ton coq. On est une association apolitique, asyndicale, et avec l'ensemble des médecins du collectif, on défend une médecine générale de qualité, libre, accessible à tous. Et les médecins du collectif, d'ailleurs, qui eux donc viennent de partout en France, ils sont de toutes générations confondues, signent une charte de valeurs communes au moment de leur inscription, dans laquelle on défend une médecine humaniste et de proximité. L'objectif principal des Médecins Solidaires, c'est de redonner un accès aux soins de santé primaires aux populations dans les zones rurales sous-denses. Donc, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a 1 030 médecins dans le collectif. On a 13 centres de santé ouverts. Et la grande force de ce collectif a permis de n'avoir à ce jour aucune semaine de défaillance. C'est-à-dire que dans aucun centre aujourd'hui, il a manqué un médecin une semaine. Donc, on touche du bois pour que ça persiste. Ce sont plus de 100 000 consultations qui ont déjà été réalisées. Et il y a donc plus de 16 000
patients qui ont pu déclarer un des centres comme étant un médecin traitant et qui donc sont donc suivis dans nos centres. Au niveau des missions de médecins solidaires, donc la première, c'est vraiment de pouvoir rétablir un accès aux soins, d'apporter une réponse immédiate parce que c'est l'urgence aujourd'hui et de qualité à cette pénurie croissante d'accès aux soins de premier recours en France. La deuxième, c'est de pouvoir créer un flux de médecins, pardon, puisqu'on a 51 médecins par an dans un village qui tournent, qui se relaient. Et ça se passe dans des villages qui sont en recherche de médecins, donc c'est une opportunité aussi pour le territoire. Euh, Puisqu'on peut se dire que si un médecin passe, qu'il apprécie sa semaine, il va pouvoir peut-être revenir, ce qui est souvent le cas au final. Parfois, finalement, on a des médecins qui demandent à faire 2 semaines, 3 semaines. Et pourquoi pas, imaginez un médecin qui un jour nous dit, bah voilà, je veux m'installer ici. Bah là, pour nous, c'est tout gagné. On a un centre d'ailleurs où on a un médecin qui a demandé à être salarié. Donc, on a un médecin à mi-temps salarié dans un centre où en fait, on a 2 lignes de médecins, un médecin salarié à mi-temps et un médecin qui lui tourne toutes les semaines. Et enfin, la troisième mission, c'est d'écrire en fait un nouveau discours aussi autour de la médecine générale. Donc, c'est vraiment essayer de, avec cette force du collectif, de façon vraiment solidaire, promouvoir la médecine générale en portant une vision heureuse, enthousiaste et optimiste de cette discipline, de cette spécialité. Donc aujourd'hui, on a parmi les 1030 médecins, on a un tiers de médecins qui sont installés, on a un tiers qui sont retraités actifs et un tiers qui sont remplaçants. Les 13 centres de santé sont localisés essentiellement en Nouvelle-Aquitaine, en centre Val-de-Loire. On a aussi en Bourgogne-Franche-Comté et on en a un petit là qui est ouvert aussi en région PACA. 13 centres aujourd'hui, mais ce chiffre est évolutif puisqu'à la fin de l'année, on vise 17 centres si on y arrive, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi pas plus par la suite, évidemment. Tout ce projet, évidemment, ne se fait pas tout seul. Et donc, l'association, on est 8 médecins pionniers, dont Martial Jardel, où on est engagé depuis le tout début de l'aventure de façon bénévole dedans. Et aujourd'hui, l'équipe salariée compte 14 personnes sur les fonctions support. Et il y a 27 coordinatrices qui sont réparties dans les centres de santé, puisque dans les centres de santé où on a un médecin, il y a 2 coordinatrices. Et dans les centres de santé où on a 2 médecins, il y a 3 coordinatrices. Et pour ce qui est du modèle économique de nos centres de santé, donc on a des subventions qui nous permettent de financer les fonctions support pour toute l'ingénierie de déploiement lors de la phase d'amorçage avec le lancement du centre. Et ensuite, on arrive dans une phase, enfin, quand le centre fonctionne par la suite, là, ce sont les recettes directes des revenus de consultation qui nous permettent à ce moment-là de financer le salaire des médecins du collectif, le salaire des coordinatrices, mais aussi le logement des médecins, puisque les médecins sont logés dans des gîtes à proximité du centre, et les transports, on prend en charge le transport des médecins qui viennent en voiture ou qui viennent en train, et on met à disposition une voiture de fonction sur place également. Et donc, pour avoir une petite idée de ce que ça représente, donc un centre coûte aujourd'hui environ 158 000 euros pour toute l'ingénierie de développement du projet, 50 000 euros pour la phase d'amorçage. Cette somme, elle est financée aujourd'hui par les subventions qui viennent essentiellement des collectivités, des ARS. Et en fait, c'est nécessaire jusqu'à ce que l'on ait 21 centres ouverts. C'est-à-dire que le modèle économique aujourd'hui, il est pensé de telle façon que le jour où on a 21 centres ouverts, les recettes de nos consultations directes, en fait, pourraient nous permettre de financer toute cette phase-là. Et à côté de ça, donc, on a les communes qui participent à hauteur de 30 000 euros pour l'équipement. L'équipement, c'est le matériel médical, le matériel informatique et bureautique non consommable. Il y a une participation d'à peu près 15 000 euros par an aussi pour tout ce qui est entretien et fluide. Et surtout, les communes mettent à disposition en fait gratuitement le local, ce qui représente du coup un coût variable. Donc on est extrêmement reconnaissant de l'engagement et de l'investissement des communes dans lesquelles nous avons pu ouvrir des centres sous ces conditions-là.
Donc voilà, moi personnellement, j'ai consulté à plusieurs reprises dans les centres de santé, que ce soit au moment de l'ouverture des centres ou a posteriori. J'y suis repassée aussi derrière en tant que responsable d'offre de soins, où justement l'idée c'est d'homogénéiser un peu la pratique dans tous les centres. Et vraiment, je peux témoigner de la réussite de ce modèle, en tout cas aujourd'hui. Que ce soit pour les patients où les retours sont très satisfaisants, il y a énormément de reconnaissance, que ce soit pour les communes, puisqu'il y a certaines communes où finalement ça redynamise aussi le village, et les médecins eux-mêmes qui rapportent un vrai enthousiasme. Et en fait, en tant que médecin, quand on va travailler dans le centre, on a vraiment l'impression de retrouver la raison pour laquelle on a voulu faire ce métier et vraiment être utile pour une belle cause. Voilà, je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Perrine. Bravo, bravo pour le travail que vous faites avec Médecins Solidaires. C'est vraiment un très beau dispositif. Effectivement, je n'ai pas précisé en début de webconférence. Pour toutes les questions, je vous invite à les formuler via le chat que vous avez présent sur Teams. Toutes les questions seront traitées en fin de webconférence. Donc, n'hésitez pas à vous mettre à vos claviers et à poser vos questions. Nos intervenants pourront y répondre à la fin du chat. Eh bien, je vais maintenant donner la parole à Sébastien Bailleul. Je ne sais pas si tu es là, Sébastien, si on peut te donner le micro et la caméra pour nous parler donc de WeMove et du sujet de la mobilité dans les territoires. Normalement, c'est bon. Oui, normalement, c'est bon. Eh bien, super. On t'entend et on te voit. C'est bon, on te voit aussi. Parfait. Moi, je me vois en tout cas. Donc, Ah, bah si tu te vois, c'est l'essentiel. Eh ben, si tu te vois, j'imagine que tout le monde te voit et c'est bon, moi je te vois aussi maintenant, donc je suis rassurée. Eh ben, écoute, Sébastien, je te donne la parole, je te laisse te présenter et nous parler de votre dispositif dédié aux communes rurales avec WeMove. ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Bayal, je suis en charge des partenariats de la communication et du plaidoyer pour WeMove. Et WeMove, c'est une association qui travaille dans le champ des mobilités. Là, on vient de parler de l'accès à la santé dans des territoires peu denses, territoires ruraux. Et en l'occurrence, quand on parle de mobilité chez WeMove, on prend souvent cet angle-là, c'est-à-dire la mobilité comme accès à ses droits, droit à la santé, accès à l'emploi, accès à la vie sociale, aux services, services publics, etc., etc. Et cetera. Et on agit depuis maintenant près de 30 ans justement pour accompagner des personnes qui sont confrontées à des difficultés dans leur mobilité du quotidien, que ce soit pour accéder à l'emploi ou pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, des personnes seniors qui, du jour au lendemain, on rencontre une difficulté. Donc ça peut être des freins qui sont les plus évidents, des freins matériels ou financiers. J'ai pas les moyens matériels de me déplacer, j'ai pas de voiture, j'ai pas de vélo, j'ai pas de transport en commun autour de chez moi, j'ai pas les moyens financiers pour financer un permis de conduire ou autre. Mais c'est aussi beaucoup de personnes qui sont confrontées à des freins cognitifs ou psychosociaux, la méconnaissance de l'offre de mobilité autour de chez soi, des difficultés à s'orienter, la peur parfois aussi de prendre le volant ou de prendre des transports collectifs, etc., etc. Donc ça, c'est notre travail du quotidien, c'est accompagner tous ces publics fragiles. On a notamment commencé notre activité en accompagnant des demandeurs d'emploi, puisque jusqu'à il y a encore quelques années, la mobilité a empêché une personne sur quatre à accéder à l'emploi en France. Et l'idée, c'est bien de donner les clés pour pouvoir rendre autonomes les personnes et principalement les amener vers des solutions qui soient disponibles sur leur territoire. À la base, WeMove n'est pas créateur de dispositifs de mobilité. On va travailler sur l'existant.
Il y a beaucoup d'offres de transport dans les métropoles, dans le périurbain. Il y a du covoiturage, il y a de l'autopartage, maintenant du vélo-partage, etc. Des pistes cyclables qui se développent. Donc il y a beaucoup de solutions. Nous, notre idée, c'est de travailler d'une part, d'un côté, avec un écosystème d'acteurs plutôt issus du social et des solidarités, des structures comme les CCAS, comme les missions locales, comme France Travail pour les demandeurs d'emploi, qui vont identifier une problématique de mobilité chez les personnes, vont nous les orienter. On va faire un diagnostic de mobilité de la personne, on va essayer d'identifier justement quels sont les freins et les solutions que l'on peut proposer, et après on va s'appuyer sur un écosystème d'acteurs du territoire, donc le garage solidaire, la vélo-école, le réseau de transport collectif, etc., etc. Et tous les ans, depuis maintenant presque 30 ans, on accompagne ou on sensibilise à peu près 50 000 personnes par an. On est maintenant présent dans plus de 50 départements, on est un peu plus de 200 salariés et on essaye de mesurer aussi l'impact de ce que l'on fait, l'impact sur le retour à l'emploi, tout ce qui est sorti positif vers l'emploi ou la formation. C'est à peu près une personne sur deux qui retrouve un emploi ou une formation à l'issue de notre accompagnement. On va regarder l'impact sur, par exemple, le lien social pour les seniors. On les a interrogés sur leur sentiment d'isolement et plus de 90% des seniors disent avoir un sentiment d'isolement moindre à l'issue de l'accompagnement de WeMove. Et puis, on va aussi regarder l'impact environnemental de nos dispositifs et de notre accompagnement, puisque concrètement, même si souvent on vient nous voir, et souvent les jeunes en nous disant j'ai pas de boulot ou j'ai pas accès à ma formation parce que j'ai pas de voiture, on sait que la voiture et le permis de conduire, c'est un temps long, c'est un budget important, et on va orienter plutôt vers des solutions plus vertueuses, le transport collectif, le vélo assistance électrique, le covoiturage, etc., etc. Donc on a un impact environnemental aussi, puisque on évite, entre guillemets, des kilomètres parcourus en voiture thermique, et ça, on le mesure notamment avec des partenaires comme l'ADEME, et on sait qu'on permet d'éviter une tonne de CO2 par an et par bénéficiaire, par exemple. Donc ça, c'est juste pour vous présenter dans les grandes lignes ce qu'est WeMove. Donc, pour résumer, une action qui est dédiée aux personnes en fragilité de mobilité, ce qu'on appelle la mobilité inclusive, un accompagnement individualisé ou des animations auprès des personnes sur les territoires pour faire en sorte que ces personnes soient autonomes. Donc ça, c'est pour vous présenter la structure. Et il y a quelques années de ça, on a réfléchi à sortir une étude qu'on a appelée le baromètre des mobilités du quotidien. Vous le savez certainement, on parle beaucoup de précarité financière, on parle de précarité énergétique, on parle de précarité logement. Et il nous a semblé utile et nécessaire de quantifier et qualifier ce qu'on appelle aujourd'hui la précarité mobilité en France. Donc ce sont toutes ces situations de personnes françaises et français de plus de 18 ans qui sont dans une situation où ils vont avoir des problématiques pour se déplacer. Et selon le dernier baromètre, c'était la 3e édition en 2024, 15 millions de Françaises et de Français sont en situation de précarité mobilité aujourd'hui. Ce que ça recouvre concrètement, 15 millions de Français et Françaises, sont d'une part toutes les personnes, donc c'est une étude où on a interrogé 13 000 personnes en France, donc c'est un gros échantillon, un gros panel de réponses, sont toutes les personnes qui ont dit d'une part n'avoir aucune solution matérielle pour se déplacer, autour de chez eux. Donc concrètement, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de vélo qui traîne dans un garage, pas de trottinette, pas de réseau de transport, etc., etc. Ça représente 5 millions de personnes en France. Et ensuite, on a toutes les personnes qui sont soit à faible revenu et ont des grosses dépenses de carburant, c'est un peu dans l'actualité du moment, qui font des longues distances et qui roulent dans des véhicules anciens, donc qui en quelque sorte ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête si du jour au lendemain ils se retrouvent sans véhicule. Et puis après, on a toutes les personnes qui disent bah, moi, j'ai pas d'autre solution que d'utiliser ma voiture, même si j'ai pas de problème d'argent. En fait, si je voulais faire autrement, je ne pourrais pas. Donc, je suis dépendant à ma voiture individuelle. Tout cela, ça représente 10 millions de personnes en France, donc 10 millions de plus 5, 15 millions de personnes en précarité mobilité. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder aussi, selon les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, la différence finalement et les réalités vécues par les populations sur ces territoires. En l'occurrence, dans le rural, cette précarité mobilité, elle représente 6 millions de personnes aujourd'hui en France, puisqu'on sait que
principalement le véhicule individuel, la voiture individuelle et le mode de transport principal. Tout va bien quand on a les moyens. Et c'est plus difficile quand on est confronté à des situations de personnes seniors, isolées, qui se font face à des évolutions dans leur santé, des jeunes qui, justement, n'ont pas les moyens de se payer un permis et qui vont devoir, par exemple, déterminer leurs études au regard de leur capacité à se déplacer dans le lycée ou en études supérieures le plus proche de chez eux. Toutes ces personnes actives qui travaillent en horaire décalé et qui sont dans des territoires isolés. Bah, tout ça, c'est 6 millions de personnes aujourd'hui en France. Et dans les territoires ruraux, on a 70% des habitants qui disent ne pas avoir le choix dans leur mode de transport. Donc, cette question de choix, cette question de pouvoir déterminer de la façon de se déplacer la plus appropriée au vu de sa situation personnelle, pour nous, elle est assez centrale et importante. Et je vous le disais, 6 millions de personnes en précarité mobilité, c'est 33% des personnes des territoires ruraux, c'est une personne sur trois. Bon, je passe ensuite sur l'ensemble des autres chiffres parce que bon, c'est pour vous donner un peu une idée de tout ce qu'on peut trouver dans ce baromètre des mobilités du quotidien. On regarde justement le mode principal de déplacement. Est-ce que les aléas climatiques, et on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, inondations, sécheresses, etc., influent sur la mobilité du quotidien? En l'occurrence, 46% des Français ont modifié leur déplacement du fait d'aléas climatiques. Et on voit, sans trahir le prochain baromètre qui sortira en septembre, que dans les territoires ruraux, c'est d'autant plus une réalité. Ça concerne particulièrement les territoires ruraux plus que urbains. On voit aussi que le fait de ne pas avoir le choix dans ces modes de transport au quotidien, ça amène à des renoncements. 40% des Français disent avoir renoncé à un rendez-vous, quel qu'il soit, de santé, pour un emploi, pour aller voir ses proches, faute de pouvoir s'y rendre parce qu'ils n'avaient pas la solution pour pouvoir y aller. 40%, c'est relativement énorme, et c'est 62% chez les jeunes, et d'autant plus vrai chez les jeunes en territoire peu dense et ruraux. Et puis, parce que ça nous intéresse particulièrement, vu que c'est aussi le cœur de notre métier, c'est un demandeur d'emploi aujourd'hui qui a renoncé à un emploi pour cause de mobilité. Et ça, quand on regarde les différences territoriales, c'est malheureusement encore plus le cas dans les territoires ruraux. Donc ça, c'était pour vous donner un aperçu des enjeux de mobilité dans ces territoires qui, malheureusement, sont confrontés pour beaucoup à un déficit d'offres de mobilité, que ce soit du transport à la demande, des modes alternatifs, etc., liés justement à la spécificité de ces territoires ruraux, et faire le lien avec notre action chez WeMove. Nous, on a des conseillers, des conseillers mobilité qui sont ancrés sur les territoires. Et comme je vous le disais, on travaille avec un écosystème d'acteurs qui nous orientent les publics, et puis après, on oriente vers les solutions existantes. Et en l'occurrence, quand on se retrouve dans des territoires ruraux, c'est près de la moitié des territoires où on intervient aujourd'hui, eh ben, on est confronté à cette difficulté à orienter vers soit de l'existant, mais qui n'est pas forcément bien adapté à la réalité du quotidien des personnes et de ce qu'elles vivent, soit à rien. C'est-à-dire qu'on retrouve des territoires où on n'a pas d'offre de transport, où du coup on se retrouve en incapacité, nous, WeMove, à proposer des solutions à nos bénéficiaires. Donc quand on a posé ce constat-là, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant d'aller expérimenter un projet pour travailler et accompagner des collectivités territoriales rurales à la mise en place de solutions de mobilité sur leur territoire. Et c'est comme ça qu'on a créé un dispositif que l'on a appelé TerreMove, parce qu'on aime bien les moves chez WeMove. Donc on a appelé TerreMove, et qui est une expérimentation qu'on dit être une expérimentation 100% rurale, 100% durable, et qui peut se décliner sur un territoire. Le constat, je voulais partager, l'objectif de TerreMove, en fait, c'est au-delà de développer des solutions matérielles, on est plutôt sur un projet de dynamique territoriale qui est porté avec les collectivités et qui vise à structurer des réponses qui sont adaptées aux enjeux locaux de mobilité. Donc, nous, notre objectif, c'est pas de créer un modèle qui soit 100% duplicable, c'est plutôt de créer un modèle qui réponde à un enjeu territorial.
Et on va aller regarder notamment les besoins réels des habitants. On sait qu'il y a nombre de collectivités. Aujourd'hui, on travaille sur 3 territoires, pardon, je vais peut-être commencer par là. On travaille dans les Hauts-de-France sur une communauté de communes qui s'appelle la communauté commune des 7 vallées, qui est une communauté de communes très, très rurale, à peu près 70 euh, 70 villages ou collectivités pour à peu près 4000 habitants. Donc, vous faites le ratio, voilà, c'est très, très rural. On a une collectivité qui s'appelle Power Communauté, donc qui est dans le Finistère, en Bretagne, pas très loin de Carré, pour ceux qui aiment la musique et connaissent les vieilles charrues. On est sur ce territoire-là et on est en Île-de-France, dans le département de la Seine-et-Marne, puisque l'objectif, c'était de montrer aussi que l'Île-de-France, ça n'est pas que Paris et la petite couronne, mais qu'on a aussi des territoires isolés et ruraux, plus on s'écarte du centre parisien. Et là, on intervient sur la communauté d'agglomération du Pays de Vaud. Et sur ces 3 territoires, l'objectif de départ, ça a été de travailler avec les collectivités en disant, vous avez certainement dû déjà aller regarder ce qui manque et les trous dans la raquette en termes de transport et de mobilité. Donc, on va aller rouvrir vos tiroirs, on va aller reprendre ce que vous avez déjà réfléchi et puis on va le compléter avec un diagnostic, une analyse des besoins en partant des habitants. Donc, le rôle de WeMove dans cette dynamique-là, c'est d'aller créer les espaces de rencontre, de débat et de propositions sur le territoire auprès des habitants. Ensuite, ça a été de regarder qu'est-ce qui existe, quelles sont les solutions existantes et de les optimiser ou de les adapter. Je donne un exemple très concret. On avait une ligne de bus sur le Pays de Meaux qui, en l'occurrence, avait des points de passage dans les villages qui entourent la ville-centre de Meaux et ce bus n'était pas utilisé parce qu'il ne correspondait pas aux horaires du collège du coin et à 10 minutes près, si les collégiens prenaient le bus, ils arrivaient en retard tous les jours au collège. Donc l'objectif, ça a été de dire, ben, on va travailler avec l'opérateur, en l'occurrence Transdev, pour modifier et faire en sorte que les horaires de bus soient adaptés à l'horaire du collège du coin pour que les parents n'aient pas obligatoirement besoin de prendre la voiture pour déposer les collégiens chaque jour. C'est un exemple très concret. Donc on part de l'existant, on l'optimise, on l'adapte. Après, on fait émerger des réponses complémentaires qui nous semblent pertinentes. Des réponses complémentaires, ça c'est toute la partie servicielle justement. Tout ce qu'on peut trouver dans l'urbain ou le périurbain, mais qu'on trouve encore très peu dans le rural, ça va être de l'autopartage, des véhicules intermédiaires, du vélo en location courte, moyenne ou longue durée, etc. etc. Et puis, au-delà de tout ça, c'est comment on anime et comment on fait en sorte que ces solutions soient appropriées par les habitants et par les publics. Combien d'aires de covoiturage laissées à l'abandon sur les routes départementales? Pourquoi? Parce que le covoiturage, si on n'anime pas, si on ne va pas le présenter, si on ne teste pas et on n'essaie pas à l'usage, alors de fait, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est un des piliers du projet Termove. Donc en gros, concrètement, c'est un diagnostic partagé, c'est un travail d'ingénierie pour structurer une offre, c'est de l'animation territoriale. Et puis, in fine, c'est notre cœur de métier, c'est ensuite de l'accompagnement des publics pour lever durablement les freins à la mobilité dans ces territoires. Donc ça, c'est euh, l'ADN et les piliers de ce projet Termove. Aujourd'hui, alors ça, c'est des résultats qui datent de l'année dernière, mais on a sensibilisé un peu plus de 8000 personnes sur ces territoires. On a organisé, alors maintenant c'est plus 588, c'est plus de 700 animations locales. On a mesuré aussi de fait la réduction de kilomètres parcourus en autosolisme, donc dans sa voiture, seul derrière son volant, ce que ça représentait en termes de CO2 économisé, et puis les financements captés. Puisque dans notre posture, l'objectif, c'est de travailler avec les collectivités pour aller faire financer et le travail d'ingénierie, et ensuite le développement des solutions. Donc concrètement, on va travailler à aller rechercher des subventions européennes, par exemple, que ce soit des fonds FEDER, des fonds FSE. On va aller regarder le fonds vert. Là, il y a un plan France Ruralité qui est sorti, par exemple. L'ANCT qui a sorti son appel à projet sur les mobilités durables, notamment en ruralité. Donc, travailler avec la collectivité pour monter les dossiers et faire les demandes de financement pour pouvoir faire toute cette phase d'amorçage et de lancement de toutes les solutions. Et ensuite, de fait, alors il y a une participation
souvent de la collectivité qui est nécessaire. Et puis, il y a de l'autofinancement grâce à l'usage des solutions qui, par la pratique et l'usage, vient autofinancer tout ou partie des solutions qui sont développées. Voilà ce que je peux vous dire sur Termove. Je crois que j'ai mis quelques illustrations voilà, très concrètes sur ce que ça représente et ce qu'on fait concrètement. La première photo, la grande photo, c'est la maison des mobilités qu'on a lancée en plein centre-ville de Carré. Donc cette maison des mobilités, c'est le lieu où, d'une part, on accueille nos publics, mais où on fait aussi des ateliers de réparation vélo, on fait des ateliers de sensibilisation, on a tout un certain nombre d'outils qui sont proposés dans cette maison. On fait de l'accompagnement individuel des personnes, on fait des ateliers collectifs, on fait des temps plus conviviaux. Vous voyez la photo juste en dessous, ça c'était justement une des réunions faites avec les habitants pour faire émerger soit des besoins, soit des projets. Il y a des défis qui sont menés. Vous le voyez ensuite dans le programme de la semaine de la mobilité qui est en haut à gauche sur l'écran avec un challenge sur la mobilité avec Blablacar Daily, une fresque des mobilités, enfin voilà, tout un programme d'animation. Et puis après, on a des solutions très concrètes. Là, vous voyez par exemple les locations de vélos familiaux. Ce sont des vélos triporteurs qui sont mis à disposition via de la location sur la ville de Carré également. On a des véhicules intermédiaires, le petit véhicule blanc là que vous voyez juste en bas, donc ça peut être des petites Citroën Ami ou d'autres, qui sont des véhicules électriques. Donc on va travailler par exemple à l'installation de bornes de recharge dans les villages et 1 à 2 véhicules mis à disposition pour de la location courte durée quand on a besoin d'aller chez le médecin justement, d'aller faire ses courses, etc., etc. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu finalement de tout ce qui est proposé dans le cadre de ce projet. L'objectif étant, et je reviens sur la notion de choix, on disait qu'aujourd'hui, 45% des Français n'ont pas le choix de leur mobilité, 70% dans les territoires ruraux. L'objectif d'un projet comme Dermove, c'est redonner du choix dans la mobilité du quotidien pour les habitants de ces territoires parfois isolés. Et je fais le lien avec 1000 cafés, puisque dans le projet Termove, un des piliers, c'est ce pilier qui est ce qu'on a appelé la mobilité inversée, c'est de faire en sorte de s'appuyer soit sur des tiers-lieux ou des lieux de vie sociale existants ou à créer pour que on puisse faire en sorte de redonner une dynamique à un territoire en intégrant la brique mobilité dans le projet. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et ça, c'est moi. Voilà. C'était parfait, Sébastien. D'ailleurs, on donnera aussi, vous serez toutes et tous participants à cette webconférence. On vous enverra un mail à l'issue de cette journée. Vous recevrez bien sûr le replay de cette webconférence, mais aussi celui de ce matin, ainsi que les coordonnées des structures et des intervenants de cet après-midi, si jamais vous souhaitez aller plus loin et éventuellement lancer un projet avec elles et eux. Merci beaucoup Sébastien. Bravo aussi pour tout ce que fait WeMove. Merci. Et maintenant, je vais vous donner la parole, Hubert, pour parler de l'AMRF, l'Association des maires ruraux de France. Merci à vous et merci, bonjour à toutes et à tous. Et merci également aux intervenants qui m'ont précédé, parce que vraiment, c'était passionnant d'écouter tout le travail qui est fait en milieu rural. Je crois qu'aujourd'hui, vivre le milieu rural, ce n'est pas rétro, c'est moderne. Voir ce qui se développe, je crois que l'exemple même que vous avez fait ici, dans le cadre de 1000 cafés ACO, est exemplaire. Et je vous invite toutes et tous à venir au Mont-Saint-Michel, à quelques centaines de mètres du Mont-Saint-Michel. Je vous passerai assez haut, il faut aller absolument voir le café Mère et Fille, où vous serez parfaitement accueillis. C'est super sympa. Alors oui, dans tout ça, l'Association des maires ruraux de France, c'est une association qui représente aujourd'hui 13 500 adhérents et qui est déclinée en association départementale. Donc, dans chaque association départementale, c'est-à-dire on y retrouve un président, un bureau et un conseil d'administration qui travaillent pour le développement
de nos territoires. Développement, moderniser, travailler avec l'ensemble des structures, que ce soit la région, le département, l'Europe, l'ANCT, de façon à pouvoir développer l'ensemble des besoins dans ce monde rural. Alors, effectivement, quelquefois, certains maires sont un peu, je dirais, cherchent un peu quelle est l'association qui va mieux les représenter. Alors, nous avons deux types d'associations. Nous avons l'association des maires de France, qui est également représentée au niveau départemental, et l'association des maires ruraux de France, qui travaillent aussi un petit peu ensemble, mais chacun, bien sûr, avec ses spécificités. Et ça, c'est important. Je voudrais saluer les prédécesseurs de l'association nationale qui ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, nous sommes parfaitement écoutés au niveau national et reconnus, puisque notre avant-dernier président, le président Michel Fournier, est devenu maintenant ministre délégué à la ruralité avec Françoise Gatel. Au niveau départemental, il faut voir aussi le travail qui est fait et la bonne relation que nous entretenons avec les représentants des maires de France, mais également avec le préfet au niveau de l'ensemble de ses services, au niveau de la préfecture. C'est important. C'est important. Nous avons un préfet qui est très intéressé sur le rural, mais nous sommes aussi très présents dans les différentes commissions. Et dans les différentes commissions, on va retrouver la CDPENAF. C'est une structure qui gère l'ensemble de la prise de terrain dans le cadre des constructions. Donc ça, il faut être présent dans ces structures-là. Nous avons aussi ce qu'on appelle le CDEN, hein, c'est en lien avec le directeur d'académie, où on discute et on gère l'avenir aussi de nos écoles demain, comment regrouper des écoles s'il y a besoin, mais en lien aussi avec le développement de nos communes. Quid de nos communes de petite taille demain? Doivent-elles se regrouper? Doivent-elles rester individuelles? Ça, c'est tout un travail de fond où nous sommes présents et où nous devons être toujours présents. Alors, on a aussi beaucoup travaillé parce que l'Association des maires de France avait donné un objectif sur Petite Ville de demain. Eh bien, avec le président de l'époque, qui était Michel Fournier, et le préfet qui siégeait à l'époque auprès des structures nationales, eh bien, on a mis en place Village d'avenir. Et avec cet objectif de Village d'avenir, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir être aidé dans nos projets, parce que ce qui nous manque beaucoup dans nos collectivités, c'est l'ingénierie. Et ça nous permet d'être aidés par les services de l'État et le service du conseil départemental, qui nous ont mis sur un département comme le nôtre, la Manche, on a 2 personnes qui sont là pour pouvoir nous aider à monter les dossiers, aller chercher des subventions. Il faut toujours aller en chercher, il y a besoin d'aller chercher de l'argent si on veut développer l'ensemble de nos territoires. Au niveau national, je crois qu'il y a eu un plan qui a été mis en place aussi, c'est France Ruralité avec le comité interministériel qui a été mis en place. Je le disais tout à l'heure, on a eu la nomination d'un ministre à la ruralité à travers Françoise Gatel, et ça c'est important, ça pèse dans les réflexions qu'on peut avoir, dans les engagements qu'on peut avoir. Et c'est aussi l'accompagnement de nos collectivités à travers les associations que vous représentez les uns les autres. Et je vous remercie, je vous félicite du travail que vous faites. Mais c'est aussi des accords que l'on a, par exemple avec Panneau Pocket. Panneau Pocket, c'est aussi un moyen de communiquer, de pouvoir faire passer un message à l'ensemble de nos populations. Et le fait d'être adhérent à l'association des maires départementales permet d'avoir une réduction sur l'adhésion Panneau Pocket. Ça, c'est important. On a aussi une autre
une autre convention avec Vitogaz, où là aussi c'est important parce qu'on connaît tous le prix du gaz, hein, comment ça peut monter. Bien le fait d'avoir passé cette convention au niveau national avec l'association des maires ruraux, eh bien quand vous avez le démarcheur qui vient vous voir, on lui dit attendez, on a aussi une convention, vous pouvez enlever vos citernes de but à gaz, hein, on va partir avec Vitogaz. Juste un petit exemple, j'ai eu, moi, l'année dernière, j'ai renégocié le prix du gaz. Et le démarcheur me dit, ben oui, vous savez, ça a drôlement augmenté, on est à 2400 € la tonne. Ah oui. Donc, je le laisse présenter son truc, et puis à la fin, je lui dis, mais attendez, ça va être simple, pliez vos bagages, parce que moi, je pars avec Vitogaz. J'ai une convention, je vais partir avec Vitogaz. Ah non, non, mais vous n'allez pas me faire ça. Mais je lui dis, mais baissez-moi votre prix. Alors, je n'ai pas voulu lui dire le prix de Vitogaz, et je lui dis tout simplement, c'est pas vous qui allez faire le prix, c'est moi. Et je lui dis, moi, je vous propose, si vous voulez rester chez moi, de me vendre la tonne de gaz à 1200 €. Et le gars, il a signé. Donc, l'intérêt de certaines conventions, et encore là, merci l'association des maires ruraux de pouvoir nous aider. Donc, tout ça, c'est aussi des messages à faire passer et à faire connaître à l'ensemble de nos adhérents, je dirais. Et puis, je n'oublie pas, bien sûr, le renouvellement de l'aide de grands ateliers avec la NCT, parce que là aussi, c'est important d'être toujours en relation avec la NCT. On a aussi négocié un point très important au niveau de la DSR, hein, la dotation de solidarité rurale, qui était inférieure à la dotation de solidarité urbaine. Donc là, nous avons pu récupérer 60% des 150 millions qui nous ont été attribués au niveau national vers le rural. Vraiment. Et ça a permis de donner encore un petit peu de souffle pour aider les aides de l'État vers nos collectivités. On a aussi une discussion tout de suite sur les aménités rurales, parce que il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans nos communes rurales pour bénéficier à l'urbain. Et c'est normal que l'on soit, entre guillemets, récompensé ou compensé par les inconvénients que ça peut nous apporter. Donc, on est en discussion là-dessus sur ce qu'on appelle les aménités rurales. Et puis, on a bien sûr, au niveau des commerces, la proposition de loi de pouvoir conserver ou récupérer assez facilement les licences 4. Je pense ici, dans le café, les 1000 cafés, eh bien, s'il n'y avait pas une licence 4, ça pourrait être aussi embêtant. Donc, ça peut aussi aider tout au développement des actions que vous conduisez sur les 1000 cafés. C'est le déploiement, bien sûr, des fonds de soutien au commerce rural, parce que ça, il va falloir toujours y veiller et y travailler. Et un point important sur lequel l'association s'est battue pendant 2 ou 3 ans, c'est de pouvoir conserver en local, par le biais des syndicats, la gestion de l'eau, que ce soit l'eau distribution d'alimentation ou que ce soit les eaux retraitées, les eaux usées. Et ça y est, ça a été gagné avec le Sénat. Et nous pouvons garder dans nos syndicats locaux eh bien, la gestion de l'eau. Et ça, c'est important parce que j'ai une communauté d'agglos où ils ont pris l'ensemble du cycle de l'eau, le grand et le petit. Et je peux vous dire que c'est toujours pas très simple quand il faut avoir affaire à des très grandes structures. On a aussi un travail qui est en cours, qui est un travail sur l'urbanisme. Et l'objectif est de créer une agence nationale de renouvellement rural pour financer des projets dans le cadre de la reconquête du bâti. Parce que on a aussi un monde agricole, et dans ce monde rural, on a beaucoup une partie agricole où il y a eu des modernisations, des regroupements et beaucoup d'anciens bâtiments qui ne servent plus. Comment valoriser ces bâtiments qui aujourd'hui occupent le sol? Comment les modifier? Comment les déclarer? Comment développer l'habitat sans reprendre de nouveaux terrains? C'est aussi un travail de fond, un travail, parce qu'avec le ZAN, aujourd'hui, on est très limité à
en développement. Donc, c'est un moyen de pouvoir continuer et de développer l'habitat sur déjà du bâti existant que l'on pourrait modifier à ce moment-là. Un point important, parce que nos communes aussi ont été de pouvoir garder nos agents et notamment nos secrétaires de mairie. Mais là aussi, la grille des secrétaires de mairie était très mal adaptée et pas assez pour le maintien des salaires. Donc ça veut dire que là-dessus, on a pu obtenir au niveau de l'État d'avoir des secrétaires généraux de mairie, de façon à ce qu'ils aient un grade supplémentaire et ça permet d'avoir un salaire supplémentaire, mais de pouvoir au moins les garder, de les fidéliser. Parce qu'autrement, c'est des gens qui allaient partir ailleurs. Et une mairie sans agent administratif, sans secrétaire, on en a discuté tout à l'heure avec monsieur le maire de CO, eh bien, on est bien embêté quand on en a. Et puis, je crois qu'il y a un point aussi qu'il faut travailler, c'est toute l'information sur l'Europe. C'est important. Il y a des structures dans chaque région et il faut absolument avoir l'information sur l'Europe. L'Europe est à nos côtés sur des actions très locales, ce qu'on appelle les GAL, les groupements d'action locale, avec des fonds européens qui s'appellent les leaders, qui dépendent du FEADER, c'est-à-dire du Fonds départemental agricole. Et c'est quelquefois méconnu. L'Europe, par le biais des régions, est là pour nous aider dans le développement de nos collectivités, mais également, plus localement, dans le développement des privés ou des associations pour mener des actions et des projets plus locaux. Voilà le tableau un petit peu assez grand, mais ce qu'est aujourd'hui une association nationale des maires ruraux qui se décline bien sûr dans les associations départementales. Merci beaucoup, Hubert. Effectivement, je pense que la phrase des maires au service des maires, ça illustre bien tout ce que vous venez de nous dire, avec tous les sujets sur lesquels se bat cette association pour faire avancer et faciliter le mandat des élus des territoires ruraux. Peut-être je propose qu'on passe aux questions. Moi, j'avais moi-même une question. Peut-être préciser l'adhésion à la MRF. Oui. Comment ça se passe pour tout élu rural qui souhaiterait adhérer, un peu les engagements Effectivement, c'est une très bonne question, dans la mesure où nous sommes dans le renouvellement des mandats. Voilà. Et nous avons lancé l'appel à cotisation. Ce n'est pas très cher, puisque ça dépend de la population de la commune. Et nous sommes pour une commune de moins de 1 000 € à 110 € annuels. Et après, le plus élevé pour les communes de 3 000 €, on doit être à 180 €. Donc, vous voyez que c'est une marge très faible. Et on a donc lancé un appel à cotisation. Je suis très satisfait parce que ça rentre bien. Il y a besoin aussi d'avoir des nouveaux élus et on a au moins 10% de nouvelles collectivités qui viennent adhérer. Donc, il y a un réel besoin. Il y a un besoin d'information puisque dans ce nouveau mandat, les maires ont besoin d'information. On a 35 ou 38% de renouvellement. Donc, il y a un réel besoin et je pense que nous serons là pour aussi accompagner et faire des réunions d'animation et d'information auprès de nos adhérents dans nos 3 secteurs du département qui se décomposent en nord, centre et sud. Parfait. Merci beaucoup, Hubert. Eh bien, on a Monsieur Potrel qui vient d'arriver au parfait bon moment, j'ai envie de dire. Bienvenue à vous, puisque comme je l'ai annoncé au début de la webconférence, l'idée c'est maintenant, avant de passer aux questions-réponses, de donner la parole à Monsieur Louis Potrel, donc trésorier adjoint de la MRF et vice-président en charge du commerce, pour
prendre la parole peut-être sur le sujet du commerce et pour clôturer un petit peu cette webconférence avant de passer aux questions-réponses. Merci encore d'être là avec nous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que le sujet du commerce est un sujet ô combien important pour nos communes rurales. Ces dernières années, et je serais tenté de dire depuis quelques décennies, on constate des difficultés pour maintenir cette activité de commerce dans nos communes. On parle souvent de la préservation, du maintien du dernier commerce. Alors j'ai souvent l'habitude de dire, c'est peut-être pas le dernier commerce qui est le plus important, c'est l'avant-dernier. Parce que quand on en a deux, ça crée une forme d'émulation, ça génère davantage de flux en matière de fréquentation, et c'est quelque chose qui est important. En début d'année, j'ai échangé avec le président Alain Fontaine de l'association Bistrot et Café, donc une association qui s'inquiète du nombre de cafés, de bistrots, de bars, des commerces, des lieux de proximité où la relation humaine est importante. Et c'est vrai qu'on doit tout mettre en œuvre pour maintenir ces commerces, ces derniers commerces dans nos communes rurales. Alors c'est vrai que nos commerces sont impactés par l'évolution de notre société, de nos modes de vie. Il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se donnait rendez-vous très facilement au café pour différentes choses. Il y avait également la vie du centre-bourg qui était importante avec nos bars, nos cafés et bistrots. Mais il y avait aussi autre chose, alors tout en respectant les règles de laïcité, il y avait la fréquentation, si je peux me permettre, à l'église, qui permettait de remplir le café, le bar, le dimanche après la messe ou même après des obsèques. Donc la pratique est moins importante. Et du coup, après des cérémonies religieuses, on a moins de monde. Et à cette époque-là, je me rappelle quand j'étais jeune, donc les hommes allaient au café, au bistrot, comme on disait, et les femmes, elles y allaient après, mais avant, elles allaient à l'épicerie, et on ne disait pas faire les courses, on part chez moi en village, on disait faire les commissions. Et les femmes faisaient le ravitaillement pour la semaine, et ça permettait également aux habitants, quels qu'ils soient, quel que soit l'âge, de parler, de discuter, de se raconter ce qui s'était passé dans la semaine, et quelque part, le bar, le bistrot était un outil de communication. Alors ça peut être surprenant ce que je dis, et aujourd'hui, avec le numérique, nos téléphones, nos tablettes, en étant chez soi, on a les informations du monde entier. Au niveau des courses, alors on est même parti au e-commerce, au drive, et la relation humaine est considérablement affaiblie. Et au niveau de l'Association des maires ruraux de France, pour nous, c'est un défi de maintenir, de préserver une activité de commerce dans nos communes, centre-bourg. Et je salue l'association Ville Café pour le travail qui est fait, un travail de terrain, de réseau, de partenariat, un travail qui n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, on croit qu'il est facile de reprendre un café, de tenir un café, alors qu'en fin de compte, dans l'équation, il y a de nombreuses inconnues que bien souvent, on ne connaît pas au moment de démarrer. Et c'est pour ça, moi, souvent, j'insiste sur l'importance du recrutement, de la formation de nos commerçants, et puis également de la chaîne logistique. Alors, quand je dis la chaîne logistique, on sait tous qu'il faut avoir un prix de vente
adapté pour donner envie à nos habitants de pousser la porte. Et pour avoir un prix de vente adapté, il faut avoir un prix d'achat digne de ce nom pour permettre d'avoir une certaine marge qui va payer les charges fixes, les charges variables, et puis surtout, parce que pour moi c'est le plus important, le salaire du commerçant. Et le salaire du commerçant, le commerçant ne rêve pas, il ne demande pas des 1000 et des 100, il demande un minimum que je pourrais appeler le SMIC, parce que quand nos commerçants travaillent et qu'ils sont motivés, ils peuvent faire 35 heures la semaine, mais ils les font 2 fois dans la semaine. Et quand on ramène ça au taux horaire, ça fait vraiment un très très petit salaire. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Il y a beaucoup de discussions au niveau national. C'est quelque chose qui a été débattu au niveau du CNC Commerce. C'est quelque chose qui a été lancé par la ministre de l'époque, Olivia Grégoire, qui a fait un très bon travail. Et le dossier commerce a été analysé, a été travaillé. Et je dirais que c'est une chance pour nos territoires, nos communes, nos commerçants. Mais il faut encore aller beaucoup, beaucoup plus loin parce que le sujet aujourd'hui, il est complexe. Et on le voit bien que la crise actuellement au Moyen-Orient va encore venir fragiliser ce qu'on appelle le pouvoir d'achat de nos habitants. Et donc, du coup, l'activité commerciale de nos commerces pourrait être réduite, tout en sachant que c'est dans un commerce qu'on trouve de la solidarité, du lien social et des fois des informations et des solutions. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais pour nous, Association des maires ruraux de France, c'est un enjeu très très fort. Et c'est un combat de tous les instants. Et je pense qu'on devra faire preuve de beaucoup d'imagination, d'innovation pour permettre à nos commerces de vivre, de se stabiliser et d'apporter la vie qui est si nécessaire dans nos cœurs de bourg. Merci. Merci beaucoup, monsieur Beautrel. Merci beaucoup. Écoute, Louise, je te propose qu'on passe aux questions, qui ont été donc notées sur le chat. Il est encore temps, si vous avez des questions, de pouvoir en ajouter. Mais on va effectivement, Louise va poser les questions aux structures concernées. Je te donne la parole, Louise. Oui. Alors, les 2 premières questions concernent plutôt Médecins Solidaires et Perrine. Donc, n'hésite pas, Perrine, à reprendre le micro et ta caméra pour pouvoir répondre aux participants. La première question est donc sur une commune qui a fait construire une maison de santé pour justement faciliter l'installation de nouveaux médecins et plusieurs sont partis à la retraite. Pour l'instant, les remplacements ne sont que ponctuels. Et donc, est-ce que c'est possible dans ce cadre, dans le cadre d'une maison de santé qui est déjà existante, de pouvoir faire appel à Médecins Solidaires? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est possible de faire appel. Après, aujourd'hui, la répartition, en tout cas là où on va s'installer, il y a toute une étude qui est faite avec l'ARS notamment pour voir justement les besoins. Mais je sais que certaines mairies nous contactent directement et pour ça, en fait, vous avez sur le site Médecins Solidaires, je pourrais mettre le lien dans la conversation si vous voulez. Il y a un espace justement, que ce soit pour les mairies ou des particuliers ou les médecins s'ils veulent nous contacter. Donc, vous pouvez nous écrire sur le site médecinsolidaires.fr. Et est-ce que si c'est déjà dans une structure construite, c'est possible aussi. Enfin, c'est possible, on l'a déjà fait. Notamment le 2e centre de santé en fait qu'on a ouvert à Bellegarde-en-Marche dans la Creuse. C'était une maison de santé qui existait déjà et qui avait été construite il y avait quelques années déjà, qui était vide de médecins. Et ça a été vraiment une très bonne opportunité pour nous d'ouvrir le 2e centre assez rapidement, après le premier qui avait déjà été ouvert dans la Creuse. Et donc, on a investi les locaux. Après, on a des centres de santé qui ont ouvert au sein de maisons de santé pluridisciplinaires déjà aussi. Donc voilà, c'est tout à fait possible de ce côté-là. Ok, super.
Merci beaucoup. La deuxième question, donc là, on a un deuxième bloc de questions un peu plus denses, donc je vais les poser une par une. La première, je me permets de remettre la slide, c'est plutôt concernant le montant de 158 000 euros de phase de développement. Il y a une question sur que comprennent ces frais et par qui sont-ils pris en charge? Ok. Du coup, ces 158 000, ils sont pris en charge ce sont les subventions qu'on a des collectivités, des ARS. Donc, c'est autant les communautés de communes, le conseil départemental, le conseil régional. Et tout ce qui est ingénierie, c'est vraiment le développement du projet, c'est-à-dire que c'est tout le coût qui est associé en fait à l'équipe support. Donc en fait, il y a l'équipe support on a les bureaux à Paris et ça va être cette équipe, c'est la directrice financière, c'est ceux qui vont se déplacer sur sur le lieu du centre justement, donc les déplacements, le fait de pouvoir héberger lorsqu'il y a les réunions avec les collectivités, lorsqu'il y a le besoin aussi d'aller déployer le centre, installer le matériel, où on a Joanne, celle qui s'occupe vraiment de la logistique, qui va y passer une semaine pour tout installer sur place, recevoir le matériel et faire en sorte que vraiment, l'ingénierie, c'est vraiment faire en sorte que le jour où on ouvre, le médecin, il met les pieds sous la table, il n'a que de la médecine à faire. Et donc, c'est vraiment pouvoir financer tout ce déploiement-là. Et ça, en fait, ça peut être financé au début que par les subventions, puisque le centre n'a pas démarré, qu'il n'y a pas encore de recettes des consultations et qu'on est encore trop petit pour pouvoir utiliser les recettes des autres centres pour pouvoir financer ces 158 000 euros à l'ouverture. Et la phase d'amorçage, euh, c'est euh, c'est ce qui va vraiment sur le centre de santé quand on ouvre. Donc ça, c'est les 50 000, c'est le salaire des coordinatrices, des médecins, les factures du gîte, puisque au tout début, quand on ouvre, on n'a pas encore les recettes. Donc il y a une nécessité d'amorçage. Ok, très clair, merci beaucoup. J'enchaîne du coup sur le bloc de questions. Sur le volet, là, il y avait des questions plutôt sur quel logiciel vous utilisez pour le partage des informations concernant les dossiers médicaux et comment se passe la prise de rendez-vous par la patientèle. Alors, le logiciel médical qu'on utilise pour la continuité des soins, c'est le logiciel Doctolib aujourd'hui. C'est le troisième logiciel qu'on utilise. On espère le dernier. On avait commencé avec Veda pour les 2 premiers centres. On est passé à Maya. Et finalement, on est passé à Doctolib là, le 1er janvier pour tous les centres. Donc, voilà, ça permet vraiment d'avoir une continuité des soins sur un même logiciel pour tout le monde. Et pour les rendez-vous, on passe également par Doctolib. Et en fait, la prise de rendez-vous se fait soit par téléphone, soit en ligne, soit en présentiel avec les coordinatrices, sachant qu'on a des prises de rendez-vous qui sont soit pour du suivi, et on a aussi des créneaux d'urgence qui sont vraiment ouverts que dans les 24-48 heures pour essayer de pouvoir répondre un peu à toutes les demandes. On ne fait pas de 100 rendez-vous, donc on n'est vraiment pas un centre d'urgence ni une permanence de soins. L'idée, c'est vraiment de, d'avoir l'équivalent d'une activité d'un médecin traitant classique, médecin de famille dans son cabinet. Sauf qu'il a 50 têtes différentes. Ok, très clair, merci beaucoup. Et la dernière question sur ce volet, c'est plutôt quel est le délai entre la mise en œuvre, entre le premier contact et le déploiement du dispositif pour Médecins Solidaires? Eh bien, j'ai envie de dire, il est variable. On a réussi à le faire en 3 mois pour un centre, entre la première prise et l'ouverture. Parfois, ça met plutôt 6 mois. C'est assez variable. Ça peut aller très vite, en fait. Ça dépend déjà s'il y a un local ou non, s'il y a des travaux ou non à faire dedans. Euh, mais si, à partir du moment où il y a déjà une structure qui est en place, et si ça dépend aussi de la commune, hein, quand il y a une équipe municipale qui est motivée et qui est prête à se relever les manches avec nous, enfin, ça peut aller très vite. Donc, voilà, c'est vrai, mais ça a déjà pris 3 mois pour un centre et 6 mois pour d'autres, ou un an, là où il y a eu toute une maison à rénover et à faire des travaux dedans. Ok, super, merci beaucoup. Là, je vais passer plutôt à des questions auprès de Sébastien. Je vois qu'il a le micro prêt pour répondre. C'est plutôt du coup par rapport à Termove et quels sont les coûts pour les communes qui veulent déployer ce dispositif. Ouais, bonne question. Euh,
Alors, pour un projet TerreMove, on va dire qu'il y a un minimum pour lancer le projet, puisqu'on a toute la première phase qui est vraiment sur l'accompagnement au diagnostic, aux besoins, avant de lancer ensuite les solutions plus matérielles. Et en l'occurrence, l'idée, c'est de trouver le financement pour au moins avoir un poste dédié au lancement, à l'animation, la coordination du projet. Donc, en gros, on est sur un montant de 50 à 60 000 euros en année 1 pour avoir une RH dédiée sur le projet. Ensuite, tout dépendra des solutions qui seront à même d'être développées. Et de fait, si l'idée c'est d'aménager une piste cyclable sur 50 km de route communale, effectivement, là, on est sur des budgets d'infrastructures qui sont très importants. Si on est sur la mise à disposition d'une flotte de quelques véhicules intermédiaires pour de la location longue durée, donc voilà, le financement, en fait, il va vraiment être déterminé de par les solutions qui sont développées. Et c'est pour ça que nous, notre posture sur le projet TerreMove, c'est, et vous le disiez, Monsieur Lefebvre, sur parfois le besoin ou le manque d'ingénierie au sein de petites collectivités rurales. Et on le sait bien, enfin, nous, quand on va rencontrer les maires de ces communes, en un rendez-vous d'une heure, ils sont dérangés 5 fois parce que il y a une borne incendie qui fonctionne plus, il y a un problème à la salle des fêtes, et puis donc voilà, ils sont sur tous les sujets. Et donc l'ingénierie, c'est là où nous, on a besoin d'avoir une RH dédiée pour finalement venir compenser ce manque d'ingénierie et pouvoir travailler avec la collectivité au financement du projet et des solutions. Et c'est là où on va aller chercher du fonds européen, je parlais du FEDER, du FSE, etc., etc. C'est là où on va aller chercher du fonds vert. Vous en avez parlé, je crois, aussi de ce plan France Ruralité, où on sait qu'il y aura des fonds qui sont dédiés et la mobilité fait partie des domaines qui sont fléchés. Voilà, donc l'objectif, il est bien celui-ci, c'est d'aller chercher les financements nécessaires. Si je vous donne un exemple sur les 3 territoires sur lesquels on a pu développer, un des territoires, par exemple, en Bretagne, pour investir sur les solutions, en année 2, on a été chercher quasiment 300 000 euros ou 350 000 euros de financement pour avoir, en plus du chef de projet, un animateur de territoire et développer les solutions avec des véhicules électriques, que ce soit permis ou sans permis, plus une flotte de 10 vélos à assistance électrique pour les habitants et la gestion de cette flotte. Voilà, donc ça peut varier vraiment selon les besoins. Et c'était pour ça aussi que je répondais à la question juste avant dans le chat. Pardon, j'ai répondu en écrivant. Mais oui, effectivement, on peut dupliquer des TerreMove, mais le mot dupliquer est un peu c'est pas le bon mot. C'est-à-dire qu'on fait pas du copier-coller. On a une méthodologie d'accompagnement d'ingénierie avec des objectifs, mais c'est ensuite dépendant de la réalité du territoire. Super, merci beaucoup Sébastien. En effet, ça répondait à la question dans le chat, s'il y en a certains qui ne l'ont pas vu, sur le fait que c'est tout à fait possible de développer et de prendre contact avec Sébastien pour des projets sur vos territoires. Ça ne s'arrête pas aux 3 territoires représentés sur cette slide. Alors là, j'ai fait le tour des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Ou si vous, Sébastien et Perrine, vous avez envie d'ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Bah, moi, j'ai juste envie de dire que si il y a des collectivités qui sont connectées, pas hésiter à nous contacter pour réfléchir à développement de projet TerreMove. Et puis après, plus globalement, on le sait aussi avec 1000 cafés qu'on a des ponts à créer entre nos projets parce qu'il y a un vrai enjeu d'accessibilité pour les habitants de ces territoires et forcément, la mobilité est une des réponses. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Évidemment, on mettra effectivement les liens pour que vous puissiez, en tant que collectivité, si vous voulez prendre contact avec TerreMove, avec Médecins Solidaires et ou avec la MRF. On vous mettra tout ce qu'il faut dans le mail que nous vous enverrons à l'issue de cette webconférence, avec les replays également de cet après-midi et de ce matin. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous remercier, vous déjà d'avoir participé à cette webconférence, remercier aussi les intervenants
Hubert Lefebvre de l'AMRF, Louis Cottrel de l'AMRF, Sébastien Bayeul de WeMove et Perrine Molinier de Médecins Solidaires. Un grand merci de vous être rendus disponibles cet après-midi. Et bien sûr, remercier également Christophe Ernotte, que vous avez pu voir en début de webconférence, le maire de Séo, pour nous accueillir aujourd'hui dans sa commune, et Angélique et Isabelle, les deux co-gérantes de ce merveilleux lieu où nous sommes aujourd'hui en direct, le café Mère et Fille de Séo, où je vous invite effectivement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, Hubert, à venir découvrir cet endroit, déjeuner, vous verrez, vous serez très bien accueillis. Et je remercie bien sûr ma collègue Louise, ici présente, pour la préparation de toute cette journée. Et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. On reprend contact avec vous avec ce mail très très vite. Très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.